J'ai vu que vous m'avez demandé sur LinkedIn. Je ne vous ai pas encore accepté. On verra à la fin de l'interview. Vous êtes très boulot, quoi. LinkedIn, c'est pas Instagram, genre on like nos photos. Bonsoir, monsieur Péchu. Bonsoir. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Pas trop fatigant, là, le rythme en ce moment? C'est un rythme de ministre, c'est-à-dire que c'est chargé et intense. En même temps, on sait à quoi on s'attend quand on accepte ce genre de proposition. Vous nous recevez ce soir ici au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Quel rapport entre les deux, en fait? Je comprends votre question. La transition écologique, je pense que tout le monde comprend. C'est la nécessité qu'on a à faire en sorte de lutter contre le réchauffement climatique et donc à changer une partie de nos modes de vie et de nos habitudes. La cohésion des territoires, c'est l'idée de se dire que pour le faire, il faut qu'on le fasse avec les élus locaux, avec les mairies, avec les départements, avec les régions, parce que sur plein de sujets, les décisions, elles peuvent être prises à Paris, mais elles s'appliquent ensuite sur les territoires. Je vais prendre un exemple très simple. Il faut que globalement, on utilise moins nos voitures thermiques. On peut utiliser le train, on peut utiliser le covoiturage, on peut utiliser la voiture électrique, on peut utiliser le vélo. Toute une partie de ces réponses, elles dépendent des maires ou des régions. Si vous n'avez pas de piste cyclable dans votre ville, vous ne passerez pas au vélo. Et ce n'est pas le ministre qui décide où on fait la piste cyclable. Donc on a besoin de travailler avec les territoires. C'est le sens de cet intitulé. Ministre de la Transition écologique. Transition. Ce mot, il est un peu bizarre quand même. Vous êtes un ministre en transition, vous-même, ou même pas? D'abord, je pense qu'on est tous en transition. Chaque jour qui passe, à chaque fois que vous vieillissez un peu, sans vous en rendre compte, vous êtes en forme de transition parce que vous êtes riche de ce que vous rencontrez, des expériences, des gens que vous rencontrez. Ouais, mais encore plus quand on a la transition écologique, il y a beaucoup de ministres quand même qui tournent. Alors, vous avez raison sur le fait qu'on utilise à haute dose une forme de recyclage. On recycle en gros un ministre de la transition écologique tous les ans. C'est un des postes qui tourne le plus. Peut-être parce que c'est pas hyper simple, peut-être parce que c'est prenant et intense, mais je crois que c'est tellement important. Il n'y a pas beaucoup de sujets plus importants en ce moment que la manière dont on prépare les conditions de vie sur cette planète des générations qui ne sont pas encore nées ou même de ceux qui sont là et qui regardent avec anxiété le monde qu'on leur prépare. En ce moment, il y a quand même un sujet important, c'est la Coupe du Monde de football. L'équipe de France qui joue au Qatar, qui est en passe de se qualifier peut-être pour les quarts de finale, alors peut-être pas aussi important que la transition écologique, j'en conviens. Vous regardez, vous, le football ou pas? J'avoue que je regarde les matchs de ma ville, la ville d'Angers, puisque j'étais maire d'Angers avant on va en parler, ouais, parce que Comment ça, on va en parler? On va parler du club de foot d'Angers et puis de votre ville. C'est pas la meilleure période, mais je suis très attaché au SCO et les matchs de la Coupe du Monde, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps compte tenu des horaires jusqu'à maintenant pour suivre. Si on se rapproche des phases finales, j'essaierai de dégager un peu de temps pour regarder les matchs. Si je vous demande de me faire la célébration de Kylian Mbappé, quand il marque un but, vous savez le faire? La toute dernière là qu'il a faite cette semaine, ouais. Comme ça. Vous l'avez faite, vous l'avez mimé. Vous m'avez demandé sur LinkedIn, quand on a su qu'on allait se rencontrer pour une interview, je vous ai pas encore accepté. On verra à la fin de l'interview. Vous êtes très boulot, quoi. LinkedIn, c'est pas Instagram, genre on like nos photos, c'est LinkedIn. Je pense que j'ai une présence sur la plupart des réseaux sociaux, mais il ne me semblait pas totalement stupide de vous proposer qu'on soit en contact. Vous m'avez proposé une interview en me disant que vous alliez investir mon bureau avec des projecteurs et des caméras. C'est un degré d'intimité que j'ai pas avec tous ceux qui sont abonnés à mes réseaux sociaux. Très bien, bon, on verra à la fin de l'interview si je vous accepte. Vous êtes écolo vous-même à la base, franchement. Ça a surpris tout le monde qu'on vous nomme, vous, ministre de la Transition écologique. Vous le savez. Mais parce que c'est quoi être écolo? C'est ma question. Là, non mais, si être écolo, c'est avoir participé à des manifestations, à des marches, si c'est aller dans les musées avec de la purée, si c'est faire ce genre de trucs, je ne suis pas certain de correspondre à votre définition. Moi, je crois à une écologie du concret. Dans ma ville, on a lancé la plantation de 150 000 arbres. On est en train de finir les travaux d'une deuxième et d'une troisième ligne de tramway. 50% de ce qui se mange dans les cantines à Angers, c'est bio. Et 100%, ou presque 80% à la minute où on se parle, c'est local. Je crois à une écologie du concret et du quotidien, pas un truc qui fait qu'on trouve des nouvelles occasions, j'allais dire, de se déchirer, mais dans lequel on essaye de tous tirer dans la même direction. On est en train de changer tous les lampadaires de la ville pour avoir des ampoules qui soient LED, pour diminuer notre consommation électrique de 60%. On achète des voitures électriques. On a déjà accompagné... Là, vous parlez de votre ville au niveau national. C'est quoi être écolo?
Parce qu'au niveau local, ça commence par le niveau local, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau national, vous me parlez de purée, vous aimez la soupe ou pas? Parce qu'il y a des gens qui jettent de la soupe. Ça, pour vous, c'est une mauvaise forme d'écologie, c'est de l'écoterrorisme. On emploie beaucoup ce mot. Non, c'est pas le mot que j'utilise. D'abord parce qu'il y a une vraie anxiété que je nie pas et une vraie inquiétude parce que quand on regarde les rapports du GIEC, quand on voit ce qu'est la courbe de progression à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre, on a des raisons de se dire qu'on n'est pas au rendez-vous collectivement. Mais c'est quoi le meilleur moyen de faire bouger les gens? Est-ce que c'est de conduire des actions qui ne sont pas forcément comprises ou est-ce que c'est de proposer des choses qui évitent d'opposer la fin du monde et la fin du mois? Moi, je crois à une écologie du concret et du quotidien. Je crois à ce qu'on va mettre en place dans 15 jours. À partir du 15 décembre, on va aider les gens à réparer leurs appareils électriques plutôt que de les jeter et d'en acheter des neufs. Avec des primes de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros, de 25 euros, de 45 euros pour un ordinateur, pour concrètement se rendre compte que tout le monde a sa part à faire. Nous, ici, l'enjeu, c'est qu'on ne conduise pas la transition écologique contre les plus fragiles. C'est qu'on ne recrée pas les gilets jaunes, c'est qu'on ne se retrouve pas, sous couvert d'écologie, à augmenter les impôts ou à multiplier les contraintes. Sinon, il y a des gens qui ne suivront pas et qui diront si l'écologie, c'est de lutter contre les plus fragiles ou de faire en sorte d'augmenter la fiscalité, c'est pas avec moi. Mais si on leur dit, on peut se préoccuper de la fin du monde et de la fin du mois en même temps, je crois qu'on peut à ce moment-là faire bouger tout le monde. Je lisais un article la semaine dernière, c'est un truc qui revient souvent, faire des enfants apparemment c'est pas écologique. Vous avez des enfants vous-même ou pas? J'ai la chance d'avoir 3 enfants. Et c'est pas écolo de faire des enfants? Il y a des jeunes qui nous regardent, faut qu'ils arrêtent de faire des enfants ou pas? Non, je ne dis pas ça, y compris parce que vous avez pour le coup des études très sérieuses qui disent que il ne faut pas stigmatiser les pays dans lesquels il y a encore beaucoup d'enfants en considérant qu'ils préparent une bombe démographique qui poserait des problèmes pour l'écologie. Le sujet, ce n'est pas les enfants. Le sujet, d'autant que je pense qu'ils sont une partie de la solution, parce que les enfants qui sont nés il y a 15 ou 20 ans, ils ont une conscience écologique beaucoup plus prononcée que ceux qui sont nés il y a 50 ans. Et je pense que ceux qui naissent maintenant, ils naîtront aussi avec cette volonté de trouver des solutions et d'être engagés. Le sujet, c'est notre empreinte écologique. Autrement dit, vous pouvez faire en sorte, chacun, à votre niveau, de vous demander comment vous réduisez votre empreinte. Mais ça, c'est intéressant parce que Jean-Marc Jancovici, que j'entendais là, il y a quelques jours, disait que normalement, si on voulait vraiment faire en sorte d'avoir une grande empreinte carbone, il faudrait permettre 3 ou 4 vols dans sa vie à chaque habitant. Ça vous semble cohérent de dire des choses comme ça? Ce que dit Jean-Marc Jancovici, c'est de dire que tant qu'on n'a pas trouvé un moyen d'avoir des avions propres et qu'on a des avions qui émettent des gaz à effet de serre, il faut éviter de prendre l'avion ou le prendre de manière extrêmement rare. Ah bah là, c'est très très rare, hein. 3 ou 4 vols dans sa vie. C'est assez radical comme vision. Ouais. Moi, je veux croire aussi à tous les projets de recherche qui sont conduits autour de l'avion à hydrogène. Ce qui est certain, c'est qu'en attendant, tant qu'on n'a pas trouvé ces innovations, il faut qu'on limite nos comportements qui produisent des effets de serre. Quand vous pensez aujourd'hui que les 2/3 des petits trajets sont faits en voiture, alors que parfois c'est pour aller acheter le pain, parfois c'est pour se promener pas loin. On n'est pas dans le cas de celui qui n'a pas le choix parce qu'il habite loin de tout, parce qu'il est absolument obligé de prendre sa voiture, et celui-là, on ne va pas le criminaliser. Il faut qu'on lui offre des solutions alternatives. L'évolution des comportements, c'est la prise de responsabilité individuelle. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on achète. Un exemple, on sort du Black Friday. Ouais. Vous avez vous avez profité un peu? Non. Non, honnêtement, entre nous, non? Honnêtement, non. Ok, d'accord. Non. Parce que c'est vrai que c'est pas très écolo pour le coup. Ce qui n'est pas écolo, c'est la surconsommation. Et ce qui n'est pas écolo non plus, c'est de se dire qu'en 15 ans, en moyenne, nous les Français, on a augmenté de 60% le nombre de vêtements qu'on achète chaque année. En moyenne, chaque Français achète 29 vêtements, 3 paires de chaussures et 8 ou 9 pièces de textile type linge de maison, serviettes, etc. 40. Ouais, bien sûr. Ce chiffre, il était de 25 il y a 15 ans. Donc on voit bien que la pente qu'on prend, elle n'est pas la bonne. Et en même temps, le gouvernement ne va pas dire vous avez le droit à 20 vêtements par an, on va vous faire des permis d'achat de vêtements. C'est ce que dit Jancovici, c'est pour ça que M. Jancovici, et c'est quelqu'un qui est quand même reconnu dans le milieu. On a besoin d'avoir des gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui posent des choses. Mais ensuite, le politique, il doit faire en sorte que ce soit acceptable socialement. Parce que si vous suivez une partie des préconisations et que ça conduit à des révoltes, à des révolutions, on aura des problèmes. Bon, vous êtes ministre de la Transition écologique depuis le mois de juin, enfin après juillet. Depuis le 4 juillet. 4 juillet. C'est déjà une éternité, hein, 4 juillet. Pourquoi on est toujours déçu par ce ministère de la Transition écologique? Je ne dis pas par le ministre, hein, ou par la ministre avant. Mais vous pourriez dire par le ministre. Mais pourquoi on est toujours déçu? Pourquoi on dit toujours on ne va pas assez loin? Parce que le vrai problème, c'est que quand vous êtes ici, vous prenez des décisions de moyen ou de long terme. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on attend de vous
une décision qui va changer les choses demain matin. Je vous donne un exemple. Cet été, il y a eu une sécheresse. Ouais. La question qu'on m'a posée le 3 août, quand je me suis retrouvé à faire un déplacement pour aller rencontrer des gens qui étaient sur un ASEC ou quelques jours plus tard dans un autre département, c'est quelle décision vous nous annoncez aujourd'hui? La sécheresse, ce n'est pas le résultat de l'action du gouvernement, c'est parce que ça fait, sur les 12 mois précédents, on en a 9 où il n'a pas plu assez. Les décisions qu'on prend pour la sécheresse de l'été prochain, c'est celles qu'on prend maintenant. Mais ça n'intéresse plus personne parce que la sécheresse, ce n'est pas la question. Donc, au moment où on vous pose la question et où il y a le problème, vous êtes en train de préparer une réponse qui ne peut pas être immédiate, alors qu'on est dans le temps de l'immédiateté médiatique. Il faudrait combien de temps pour être un bon ministre de la transition écolo? Je ne sais pas répondre à cette question parce que ma conviction, c'est que chaque jour qui passe ici, j'essaye d'être le plus utile possible. Une question, vous avez dit que vous étiez maire d'Angers avant et vous êtes devenu ministre. C'est quand même différent, c'est 2 postes différents, maire, ministre. Ah, c'est totalement différent. C'est quelque chose, on sent que vous le vivez en vous, vous avez été maire. Ça a été compliqué d'abandonner ce poste de maire ou pas pour devenir ministre? Quand vous êtes maire de la ville dans laquelle vous êtes né, je ne peux pas parler pour tous les maires de France, mais moi, je suis né dans cette ville. J'ai mes parents qui y habitent. J'ai mes grands-mères qui y habitent, qui ont toutes les deux un peu plus de 90 ans. J'ai mes copains d'école, c'est des endroits que je connais. Il y a un attachement. Votre famille habite là-bas encore aujourd'hui? Bien sûr, à Paris. Une partie habite là-bas. Donc, forcément, vous avez une part d'attachement. Et puis, vous avez des projets. Et à un moment, bon, mais maire, ce n'est pas un job solo, ce n'est pas une profession libérale. Vous êtes à la tête d'une équipe. Donc, il y a une part de déchirement, mais en même temps, c'est juste pas possible de tout faire. Oui, bien sûr. On n'a pas le droit, c'est le non-cumul des mandats aujourd'hui. Il faut revenir sur le non-cumul des mandats, selon vous ou pas? Je pense que pour les plus petites communes, en fait, on a pris une règle générale en disant vous ne pouvez pas être maire et député. Et on traite de la même manière la maire de Paris et le maire d'un village de 150 habitants. Je ne suis pas sûr que ça ce soit totalement juste. On va faire le que oui, que non. Je vous pose plein de questions, vous répondez que par oui ou que par non. Avec le que devant, hein, que oui, que non, à chaque fois. On a chacun droit à un joker, on peut arrêter l'autre pour qu'il se justifie ou pas. Ok? C'est-à-dire que je vous dis un que oui, que n'importe quoi. Voilà. Est-ce que Emmanuel Macron c'est le meilleur président, vous me dites? De toute l'histoire, ces dernières années, que oui. Voilà, très bien, vous avez compris le concept. Que oui, que non. Est-ce que Édouard Philippe en 2027 c'est une bonne idée? Joker. Ah, ça veut dire qu'il faut que vous le justifiez? Je justifie parce que la présidentielle de 2027, elle est tellement loin que je veux dire, ces questions de politique fiction qui donnent le sentiment que nous, politiques, la seule chose dont on se préoccupe, c'est les prochaines élections, c'est pas la vérité. C'est pas la seule chose, mais c'est quelque chose d'important. Ce que je veux dire, c'est que je suis membre du parti d'Édouard Philippe. Pas de sujet, je suis le numéro 2 de son parti, je l'accompagne, j'étais présent au Havre, j'ai aimé ce qu'il a fait comme Premier ministre, je pense qu'il y a des choses qu'il peut apporter à ce pays, mais aujourd'hui, le sujet, c'est pas la présidentielle de 2027, c'est ce qu'on fait pour les Français, aujourd'hui, demain, après-demain. Bon, je reviendrai en 2026, quoi, à peu près. Et vous reviendrez me voir? Avec plaisir, c'est ce que je dis. Je serai sans doute plus là compte tenu de votre prédiction sur le fait que je reste ici que un an, mais c'est un autre sujet. On vous donnera l'adresse. Surtout si vous m'avez accepté comme ami, vous saurez ce que je suis devenu. Exactement. Que oui, que non. Est-ce que vous avez déjà été indécis dans votre vie? Que oui. Alors, c'est mon joker. À quel moment vous avez été indécis? Dans des prises de décision compliquées. Ou à un moment qui concerne par exemple des sanctions disciplinaires, qui concerne des décisions individuelles par rapport à des personnes, qui concernent des situations sociales. Dans ma vie, j'ai vécu un truc très compliqué. J'ai été président d'un département avant, et on a eu un procès de pédophilie atroce, avec 45 enfants qui ont été victimes de pédophiles et qui, pour certains d'entre eux, avaient été prostitués par leurs propres parents. Et le problème, c'est que comme tous les parents étaient dans le box des accusés, c'est le président du département qui était censé coordonner leur défense. Et j'ai été élu président de département 3 mois avant le procès. J'avais 29 ans. Quand vous vous retrouvez à lire ce qu'ils ont subi, et qu'ensuite vous devez décider si vous demandez le huis clos, qui vous faites témoigner, quelle défense vous coordonnez, vous avez des moments d'indécision sur le fait de savoir quelle est la chose la plus juste pour les protéger et en même temps pour que la société bouge et qu'elle réalise ce qui s'est passé. Voilà, des moments particuliers. Très bien, merci. Que oui, que non. Est-ce que Emmanuel Macron il vous a appelé pour vous demander des conseils sur la vidéo, les questions qu'il a faites là, sur l'écologie? Non, il ne vous a pas demandé votre avis? Allez. A few moments later. Je m'y remets.
On échange évidemment régulièrement. Il ne m'a pas appelé pour que je lui donne son script, il n'en a pas besoin. Que oui, que non, est-ce que c'est vrai que vous êtes fan d'échecs? Que oui. Que oui, que non, est-ce que vous pourriez dîner avec Sandrine Rousseau? Que oui. Ah, j'ai plus de joker, c'est dommage. Je l'aurais bien. Mais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Je l'inviterai peut-être pas à un barbecue, compte tenu de ce qu'elle en pense. Mais la démocratie, c'est le débat. Et si vous refusez de discuter avec quelqu'un, si vous refusez de passer un moment pour confronter les arguments, ça veut dire que vous ne croyez pas en la démocratie. Le flexitarisme, j'arrive pas à le dire, flexitarien. On a une question pour vous qui a été posée par Flora Guébali. Je ne sais pas si vous connaissez Flora. Je l'ai rencontrée. Voilà, elle vous a posé une question, je vous la montre et on en parle juste après. Bonjour Monsieur le Ministre, ma question pour vous, c'est le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à un régime flexitarien et je me demandais pourquoi dans les cantines publiques, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles ou dans les administrations, on trouvait toujours autant de viande et de poisson et de légumes pas de saison, de circuits pas courts et je me demandais si c'était dans votre agenda de faire quelque chose là-dessus. Ou pas. Merci. Alors, d'abord, dans ce ministère de la Transition écologique, on montre l'exemple. Il y a un jour par semaine où c'est pas flexitarien, c'est végétarien pour tout le monde. D'accord. Ensuite, je reviens à mon expérience d'élu, parce que là, je gérais en direct une cantine où on s'efforce effectivement que les enfants ont le choix et où, globalement, notre première préoccupation, c'est d'acheter des produits de saison et de proximité, qui ne viennent pas de trop loin. Parce qu'il n'y a pas que la saison, il y a aussi l'endroit d'où ils viennent, et c'est ce que je vous disais, 80% des produits dans cette cantine viennent dans un rayon de 100 km. Sur la question plus globale, est-ce que c'est à l'agenda? Oui, continuer à faire en sorte qu'on soit attentif à ce qu'on mange, c'est exactement un des sujets sur lesquels on bosse. Très concrètement, dans les tout prochains jours, il y a un atelier de concertation sur se nourrir qui va être relancé dans le cadre de la planification écologique que je suis en train de gérer. Comment on améliore d'un point de vue écologique ce qu'on mange, comment on baisse notre empreinte carbone, comment on fait plus attention à la provenance des produits, etc. Avec l'angle social. Mais par rapport aux cantines, précisément. Ce que je veux dire, c'est que ce temps-là de discussion, Il va avec varier. toutes les parties prenantes, il débouchera sur des décisions, sur des préconisations. Et donc, à la question, est-ce que c'est dans mon agenda, est-ce que c'est un sujet dont vous allez vous occuper? La réponse est oui. D'accord. Vous aimiez manger à la cantine quand vous étiez petit, vous? Objectivement. Mes parents habitaient très près de l'école, donc je ne mangeais pas à la cantine quand j'étais tout petit. Et en revanche, au collège, j'étais content de manger à la cantine, pas pour ce qu'on mangeait, mais parce que ça permettait de rester avec les copains entre midi et 2. J'ai 3 questions à vous poser, il nous reste 2 minutes. 3 questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux par des membres de communauté. La première question, elle vient de Maureen. Elle dit, c'est un petit style cette mèche ou c'est pas fait exprès? Non, mes cheveux ont une vie indépendante. D'accord, c'est vous quelque Je ne sais pas, parfois, donc voilà. Très bien. Deuxième question, c'est Jalk qui nous la pose. Comment peut-on parler écologie lorsque le métro sera à 90 €? On va être obligé de prendre la voiture désormais. C'est le pass Navigo, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui devrait passer à 90 €. Alors d'abord, vous savez qu'il y a un débat, une discussion par rapport à ce tarif. Ensuite, on discute d'un plein tarif qui, dans beaucoup de cas, est financé par les entreprises qui prennent en charge 50% de l'abonnement pour ceux qui travaillent, avec des politiques sociales. Et le sujet du gouvernement, c'est évidemment comment, au travers des discussions qu'on a avec IDFM, on évite de se retrouver sur ce type de tarif avec une difficulté, c'est que c'est les régions qui décident des prix, Ouais. et qu'en même temps, les recettes de tous les réseaux de transport dans ce pays, c'est ce que payent les usagers et ce qui est versé par les impôts. 90 €, c'est sûr que ça beaucoup fait quand cher. même. Ah oui. Dernière question, c'est Pierre qui nous la pose. À quand le quoi qu'il en coûte pour la transition écologique? C'est une excellente question. Bravo Pierre. Donc je ne sais pas qui est Pierre, mais je le félicite pour sa question. Le quoi qu'il en coûte, on est en train, en quelque sorte, de le préparer, parce que le quoi qu'il en coûte, si on ne fait rien pour le climat, il est plus cher que le quoi qu'il en coûte climatique. Donc d'ici quoi? 6 mois? 7 mois? Non, je rigole, je suis pas dans une situation genre... Non, mais Je suis énorme. ce que je veux dire, c'est qu'on va présenter les choses. C'est compliqué pour moi de faire des annonces budgétaires dans ce format, parce qu'on est en train de Mais discuter. bien sûr. Mais il faut bien comprendre que la transition écologique, ce n'est pas que du financement public. C'est les entreprises aussi qui doivent faire évoluer leur modèle, qui doivent investir dans la R&D pour être plus propre. Parce que de plus en plus, les consommateurs, ils se demandent, mais le produit que j'achète, il a quelle empreinte? Il a quelles conséquences? C'est quoi votre programme là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour Le programme, le gros rendez-vous de ces prochains jours, il va y avoir évidemment 2-3 trucs en France. En particulier, on va présenter un plan avec le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, sur le covoiturage, pour accélérer là-dessus, pour aider les gens à covoiturer. Et puis à partir de la mi-décembre,
Le gros sujet, c'est la protection des espèces menacées et des écosystèmes. On a beaucoup parlé de la COP27 en Égypte. Il y a une COP, qui est la COP 15, parce qu'elle se tient, elle, qu'une fois tous les 2 ans, sur la protection de la biodiversité. Et celle-là, elle est ultra importante aussi. Comment est-ce qu'on protège nos mers? Comment est-ce qu'on protège nos forêts? Comment est-ce qu'on protège les espèces alors qu'on a aujourd'hui les 3/4 de la planète qui sont affectés par un type de pollution et parce qu'on a 1 million d'espèces qui sont menacées. Et si on regarde que le climat et les histoires de décarbonation qui sont hyper importantes, mais sans se préoccuper de la biodiversité, on passe quand même un peu à côté de l'objectif, parce que si on se bat contre le dérèglement climatique, c'est pour que la planète reste habitable, pas que pour nous et pour les enfants qui arriveront plus tard, mais pour toutes les espèces vivantes. Et donc ce sujet-là, ça commence mi-décembre au Canada, et c'est hyper important qu'on ait un accord. La France est, avec le Costa Rica, à la tête d'une coalition de 110 pays qui essayent de convaincre les 80 qui ne sont pas dedans de nous rejoindre, et je vais aller là-bas pour porter la voix de la France. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Christophe Béchu. Et à bientôt. Ministère de la Transition écologique, merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Vous pouvez rester sur Un Défi, vous balader, découvrir toutes les interviews. On a interviewé plein de personnalités politiques. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. À bientôt.